Pouvez-vous me raconter votre parcours professionnel qui vous a amené à publier le livre donc, qui sort le 10 avril, le 10 avril qui s'appelle Gagatorium, 4 ans dans un mouroir doré. Alors, en gros, j'ai travaillé une quarantaine d'années. En gros, j'ai passé 3 ans aux États-Unis à enseigner, ensuite 15 ans dans la presse et 20 ans comme consultante en management, qualité, recherche et innovation. Voilà 3 gros blocs de ma vie professionnelle. Alors, la première partie de ma vie a été la plus originale puisque j'ai passé 3 ans aux États-Unis. 1 an, j'ai enseigné dans le Grand Nord, dans l'État d'Idaho, dans un petit lycée. Et on m'a donné les classes terminales en anglais, il faut le faire, hein. Oui. J'avais une licence d'anglais de la Sorbonne, et on m'a dit donc on vous donne les classes en anglais. J'ai dit je suis étrangère, on m'a dit non, c'est très bien, et les parents d'élèves et les professeurs sont ravis, ils ont vu vos lettres de candidature, et ils sont ravis. Et alors mon mari travaillait dans une affaire de bois locale. J'y ai passé 1 an et après nous sommes allés en Californie où mon mari a fait la business school de Stanford et moi j'ai enseigné à l'université de Stanford pendant 2 ans. L'université de Stanford qui est classée la 2e du monde actuellement et qui déjà pour les Américains c'était le Harvard de l'Ouest. C'était vraiment une université très cotée. J'ai enseigné là-bas le français, le théâtre contemporain, Anouilh, Cocteau, ça leur a beaucoup plu. Et après, rentrant en France, donc, mon mari étant envoyé en province un peu de tous les côtés, j'ai cherché un métier portatif. C'est pas évident. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des articles sur les États-Unis. Au début, j'ai fait des bides, on ne me prenait rien. Et puis, un coup de chance, un jour, on m'en a pris un. Ce coup de chance, c'était Lucie Faure, femme d'Edgar Faure, qui était la rédactrice en chef de la revue La Nef, et qui m'a pris un article que j'avais intitulé « L'amour chez les mentes religieuses d'outre-Atlantique ». C'était dans un numéro spécial sur l'amour. Et j'étais la seule inconnue, et j'étais entre Malé Joris, Beauvoir, enfin rien que des grands noms. Alors du coup, ça m'a donné du courage et ça a déterminé 15 ans de ma vie, puisque à partir de là, je me suis considérée comme journaliste. Et ça s'est enchaîné très vite. J'ai commencé comme pigiste, et puis après, je suis allée chez un de mes clients, qui était l'ambassade des États-Unis, le service presse et publication. Après, j'ai été à Lecture pour tous. J'ai adoré ce métier de journaliste. Et si j'ai écrit ce livre, c'est que journaliste un jour, journaliste toujours, dit-on, c'est que j'ai toujours les mêmes révoltes quand il y a un scandale quelque part, il faut que je dénonce. Et vous voyez qu'à plus de 80 ans, ça me prend encore. J'ai vécu un grand scandale là dans cette résidence du 3e âge. Et sans arrêt, je me disais, en tant que journaliste, tu as des devoirs de mettre ce scandale sur la place publique. Ce sont 2 journalistes américains qui ont dégommé un président, Nixon et Watergate. Donc, t'as beau avoir 80 berges, tu te dois de dénoncer ce... Donc j'en suis sortie à 4 pattes et ma santé complètement ruinée, avec mon déambulateur et tout, mais je me suis enfermée là à mon bureau, j'ai passé 1 an à écrire et j'ai écrit ce livre. Ça, c'est mon passé de journaliste. Et alors après, pendant 20 ans, comme j'ai vu mourir mon journal avec l'arrivée de la crise en 1974, le papier avait augmenté de 40%, l'imprimerie, tout ça. Donc les journaux coulaient, enfermés de tous les côtés, on renvoyait des journalistes de tous les côtés. Et donc là, je suis rentrée dans la formation permanente, qui était un métier nouveau. J'ai toujours aimé les métiers nouveaux, parce qu'il suffit d'avoir un chapitre d'avance sur les autres pour faire figure d'expert. Le problème, c'est qu'il faut le garder, le chapitre d'avance. Et donc, il faut bosser sans arrêt. Et alors, j'ai enseigné au début ce que je savais faire, écrire et parler. Et puis après, les méthodes de recherche, parce que je travaillais dans un institut de marketing et innovation. En plus, le soir,
Et j'ai fait partie de la petite équipe qui a trouvé la fameuse phrase « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées » à l'Institut Pierre Bessis en 1974, avec l'arrivée de la crise. C'était la délégation générale à l'information qui avait commandé cette recherche, et on a trouvé beaucoup d'autres choses qui ont donné lieu à des... Enfin, cette phrase est restée. Donc, j'ai commencé à enseigner les méthodes de recherche et d'innovation, mais quand je disais créativité, on ne me prenait pas au sérieux. Quand j'ai commencé à dire problem solving, in English, c'était déjà mieux. Et comme j'ai toujours démarqué des méthodes américaines très avant-garde, je suis arrivée à enseigner dans des séminaires et à faire des audits sur le management situationnel, sur la qualité totale. Tout ça, ce sont des méthodes américaines. Et j'ai adoré ce métier aussi de consultante. Donc faire des audits, écouter les gens, analyser et chercher des solutions, surtout à tous les problèmes. Donc voilà en gros 40 ans de ma vie professionnelle. Justement, dans le livre qui sort, je le rappelle, le 10 avril plutôt, 4 ans, Gagatorium 4 ans dans un mouroir doré, vous évoquez donc les résidences de personnes âgées. Voilà. C'est vraisemblablement... les faits sont réels, attachés à une résidence qui existe vraiment, qu'on ne citera pas. C'est un exemple, je pense, un bon point de départ pour mettre sur la table un certain nombre de problèmes. Quel est le message finalement que vous voulez passer à travers ce témoignage, pour avoir fréquenté et habité une résidence parmi tant d'autres pendant ces 4 ans? Eh bien, mon message, c'est méfiez-vous. Méfiez-vous des résidences privées. Je ne me permettrai pas de dire du mal des maisons de retraite publiques. Les EHPAD manquent d'argent, n'ont pas beaucoup de moyens, mais sont plutôt honnêtes et sont contrôlées surtout. Tandis que les résidences privées du 3e âge ne sont pas contrôlées du tout, puisqu'en France, il n'y a pas de législation, il y a un vide juridique total là-dessus, et quand il y a un vide juridique, c'est la loi de la jungle et c'est la mafia qui s'installe. Donc la mafia de l'or gris en France ne s'en prive pas, elle a mis la main basse sur les résidences privées, il y en a des centaines en France, qui vivent dans l'illégalité totale, dans l'impunité totale, et par contre, il y a toujours des effets bling-bling pour tromper le monde, et je me suis fait rouler comme une débutante parce que j'ai cru au départ y trouver le bonheur pour mes vieux jours. J'ai quitté mon Biarritz bien-aimé où j'avais pris ma retraite pour venir m'installer en Bretagne parce que ma fille, mon gendre et mes 4 petits-enfants habitent en Bretagne. Donc j'ai cru bien faire en achetant non pas un appartement mais 2 appartements dans une résidence privée. Comme j'avais bien vendu mon appartement de Biarritz, je me suis dit que c'était un bon placement. Et après ça, je me suis mordu les doigts parce que je ne pouvais plus m'en aller. J'ai eu beaucoup de mal à les revendre. Je me suis fait plumer de façon totalement illégale. J'y ai laissé ma santé et mon petit patrimoine, et je n'ai survécu que grâce à l'aide de deux femmes, des militantes d'agences de consommateurs, CLCV et MCE. On peut les citer, parce qu'ils sont méritantes pour avoir défendu une cause aussi importante. Oui. Donc des permanentes de ces associations qui ont pris mon problème à bras-le-corps et qui m'ont aidé à me battre parce que ce sont des juristes pointus, alors que toutes les autres instances qui disent aider les seniors dans leurs problèmes m'ont toutes laissé tomber, à la fois les élus locaux, l'ORB, Alma pour ne pas les citer, Alma 29, le numéro vert du ministère du Travail, etc. Tous les autres font de l'écoute active, genre SOS Amitié, ils me disent c'est bien triste ce qui vous arrive, ma bonne dame, mais ils m'ont laissé tomber. Tandis que mes 2 anges gardiens
m'ont suivi de bout en bout. Et c'est grâce à elles que j'ai pu me battre juridiquement. Nous avons harcelé mes harceleurs, charge de revanche, et on n'a pas lésiné non plus, on a cherché tous les documents, et j'ai été obligée de noyauter le conseil d'administration des usagers de ma résidence et le conseil syndical des copropriétaires pour arriver à identifier toutes les petites entreprises sous forme de SCI qui gravitaient autour de cette résidence et qui sont tenues par les promoteurs, les anciens promoteurs, c'est-à-dire la mafia qui gère cette résidence. Et que dans mon livre, je baptise les opilotes. Les opilotes étant des oiseaux noirs au Mexique qui bouffent les vaches toutes crues sur les routes et dans les déserts, des oiseaux, des charognards qui déchirent les vaches sur les routes. Voilà, donc tout un programme. Justement, ça me permet de retomber sur, pour évoquer Jean-Marie Delarue, donc qui est le contrôleur général des lieux de privation et de liberté, qui a dénoncé les conditions de détention en France. Ce ne sera pas le premier, ce ne sera pas le dernier, mais qui a demandé également donc, au ministère concerné de pouvoir visiter les maisons de retraite, les résidences, les EHPAD, parce qu'il considère que ces lieux-là, où il y a parfois des cas de maltraitance, d'abandon, fait que, et peut-être une utilisation que vous évoquez un peu commerciale, ou voilà, des excès, on va dire, des excès finalement par ces promoteurs-là qui abusent un petit peu du troisième âge pour faire de l'argent. Que pensez-vous qu'ils fassent faire aujourd'hui pour que justement les conditions s'améliorent, notamment tout d'abord, il faut faire honte à nos hommes politiques qui laissent ce vide juridique. Il y a beaucoup de pays voisins, dont la Hollande, où les résidences privées sont aussi contrôlées que les maisons de retraite publiques. Tandis qu'en France, les maisons de retraite publiques, les EHPAD en particulier, sont médicalisées, sont assez honnêtes, manquent de personnel et ont des difficultés pour survivre, mais sont plutôt honnêtes, mais il n'y en a pas assez en France et il y a des listes d'attente terribles. Et dans le désespoir, les familles qui ont des vieux qui ne savent pas où les mettent dans les résidences privées, non pas par plaisir, mais par désespoir de cause, parce qu'ils ne savent pas où les mettre ailleurs. Et alors là, pour contrôler les résidences privées, la première chose, il faudrait légiférer. Et il serait temps que nos hommes politiques pensent à ce vide juridique qui ne peut pas durer à l'infini. Ensuite, quand on a fait des lois en France, on a coutume de ne pas les respecter. Donc il faudrait contrôler, deuxième étape, pour voir donc tous ceux qui enfreignent, qui sont dans l'illégalité. Et troisièmement, il faudrait punir. Donc en France, on ne punit pas assez. On met le doigt sur des problèmes et puis tant pis. Et moi, je suis pour la méthode dure. Ayant vécu aux États-Unis, j'estime que la méthode américaine et anglaise, qui consiste à faire honte publiquement aux gens qui enfreignent les lois, est une bonne chose. Aux États-Unis, on met un chauffard qui a écrasé quelqu'un, il est obligé de se balader dans la rue avec des grands écriteaux en disant « je suis un chauffard et j'ai tué ». Eh bien moi j'estime que les opilotes devraient se promener sur les places publiques avec « je suis un charognard et je plume les vieux ». Voilà, il faudrait donc légiférer, ensuite il faudrait contrôler et après il faudrait punir. Voilà, tout un programme. Oui. On souhaite bonne chance et bonne longue vie à ce livre qui permettra d'être un témoignage important. Et j'espère donner des cauchemars aux familles parce que ce sont leurs parents qui sont enfermés en ce moment, mais bientôt ce seront eux-mêmes. Un jour ou l'autre, oui, la dépendance. Si on continue comme ça, l'or gris, ça s'arrange pas, ça va empirer. Oui, tout à fait. C'est un grave problème, la dépendance. Je pense qu'il y a des solutions à trouver. Vite, voilà, et qui sont. Et fort. Voilà, vite, fort. Merci beaucoup pour cette interview.